Donc, nous avons déjà présenté les concepts de base. C'est quoi les avantages de l'approche microservice par rapport à l'approche monolithique? Nous avons vu comment créer un microservice en utilisant Spring Boot. Nous avons également vu le principe du web service basé sur le protocole SOAP et REST. Et la dernière fois, donc, vous avez fait un TP concernant donc, la création d'un microservice qui utilise des connecteurs SOAP et REST. Alors maintenant, on va revenir maintenant sur la partie donc l'architecture microservice pour voir comment l'implémenter en utilisant Spring Cloud. Donc je vous rappelle que en principe dans une application, dans une architecture basée sur les microservices, alors généralement en fait nous avons besoin d'abord de créer ce qu'on appelle les microservices fonctionnels. Alors les microservices métiers fonctionnels. Alors, les microservices métiers, c'est là où vous allez trouver par exemple inventory service, le service client, service fournisseur, service. Donc, chaque microservice, généralement, il est fait pour gérer donc, une partie de l'application. Alors, nous avons vu que pour créer un microservice fonctionnel, en principe, vous pouvez utiliser n'importe quelle technologie. Donc, on peut utiliser Spring Boot, on peut utiliser donc, C#, on peut utiliser d'autres frameworks. Par exemple, ce microservice, je peux utiliser donc du Java. Par exemple, le microservice ça peut être Python. Ce microservice, ça peut être un autre langage, etc. Donc ça, nous avons vu que la création des microservices ne nécessite pas forcément d'utiliser une même technologie. Ça, c'est la première des choses. Donc, et nous avons également vu que pour créer un microservice, généralement, c'est pas compliqué, c'est rapide. Alors maintenant, comment faire comment fédérer les microservices, comment faire fonctionner les microservices dans une seule application, sous forme d'une application. Tout simplement, nous avons besoin, c'est là où nous aurons besoin d'utiliser un framework qui permet de créer des applications basées sur les microservices. Et parmi ces frameworks, d'ailleurs parmi les frameworks, les premiers qui utilisent cette approche, il y a Spring Cloud. Spring Cloud. Alors en fait, Spring Cloud, qu'est-ce qu'il vous offre? Il vous offre un ensemble de microservices techniques qui permettent donc de gérer, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle l'orchestration et de gérer donc la communication entre les différents microservices. Et nous avons vu qu'en principe, parmi les microservices techniques qui sont offerts par Spring Cloud, il y a le service d'enregistrement, il y a le service proxy et le service configuration. Alors, on en avait déjà parlé. Donc, le fonctionnement, c'est que généralement, un client, quand il envoie la requête, généralement, toutes les requêtes clients passent par la gateway, c'est le service proxy. Et après, le service proxy, lui, c'est lui qui va se charger donc on va dire, d'acheminer la requête vers le bon microservice. Alors, généralement, au niveau de la requête, on va trouver souvent le nom du microservice qui se trouve dans l'URL. Une fois que le service gateway connaît le nom du microservice, généralement, il contacte le service d'enregistrement pour récupérer l'adresse IP et le port où se trouve le microservice concerné par la requête. Et après, s'il y a plusieurs instances du même microservice, donc il utilise le principe de l'équilibrage de charge pour pouvoir choisir donc l'instance la moins chargée. Et après, donc il va acheminer la requête vers le bon microservice. Le microservice va faire le traitement, il va retourner le résultat et après donc ce résultat va être envoyé vers le client, ainsi de suite. Donc c'est-à-dire s'il y a une autre requête, le service gateway en fonction en fait de la requête, de l'URL, en fonction des headers, en fonction des etc. Il va déterminer quel est en fait cette requête-là, elle va être acheminée vers quel est le microservice qui est destiné à exécuter cette opération. Donc, c'est ce que nous avons montré la dernière fois. Et après, le microservice va faire le traitement, il va retourner le résultat, etc. Donc, ce qui fait que l'un des éléments, on va dire l'un des éléments les plus importants dans l'architecture microservice, c'est d'abord le service gateway. Alors justement, c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir comment mettre en place un service gateway dans une architecture basée sur le microservice.
Et en même temps, nous allons voir comment utiliser donc, le service d'enregistrement, c'est-à-dire comment le mettre en place. Bon, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette partie. Bien, alors maintenant, donc si vous voulez mettre en place un service gateway, notamment dans une architecture microservice, donc en principe, vous avez deux solutions. En fait, il y a Spring Cloud, il offre deux solutions. Il y a en fait une solution qui est basée sur ce qu'on appelle Zool Proxy. Alors en fait, Zool, c'est un proxy ou bien c'est une gateway qui est fournie par Netflix. Bon, parce qu'en fait, il se trouve que Netflix, c'est l'un des opérateurs l'un des premiers opérateurs qui a implémenté donc en fait l'architecture microservice. Et du coup donc historiquement, depuis la version 1 de Spring Cloud, on utilisait Zool Proxy. Alors Zool, donc c'est l'une des solutions qui sont utilisées pour mettre en place un service gateway. Alors qu'il y a également la deuxième solution qui est la plus récente, c'est Spring Cloud Gateway. Donc vous avez deux solutions, soit Zool Proxy ou bien Spring Cloud Gateway. Alors en fait, il y a une grande différence entre les deux, parce que ce sont deux modèles qui sont différents. Alors c'est quoi la différence? Alors en réalité, donc Zool et Spring Cloud Gateway, on va dire, c'est les solutions les plus connues, les plus utilisées dans les architectures de Spring Cloud, mais il y en a d'autres. Bon, Amazon Gateway API, donc vous avez plein d'autres solutions qui peuvent être utilisées. Alors, la différence entre Zool et Spring Cloud Gateway, c'est que Zool, c'est un proxy qui utilise une API qui est basée sur des entrées-sorties bloquantes. C'est très important. Des entrées-sorties bloquantes. Alors que Spring Cloud Gateway, il est basé sur une API qui utilise des entrées-sorties non bloquantes. Non bloquantes. Alors, je vais vous expliquer ça. Alors, ça c'est un point important dans les architectures web d'une manière générale. Il faut comprendre que pour développer en fait des applications web, souvent dans les technologies de développement web, il y a des technologies qui utilisent ce qu'on appelle le modèle single thread avec des entrées-sorties non bloquantes et des modèles qui utilisent ce qu'on appelle le multithread avec des entrées-sorties bloquantes. Alors, je vais vous rappeler d'abord la différence. Comme ça, vous allez comprendre c'est quoi la différence entre ces deux modèles. Alors, la différence, donc pour comprendre en quelque sorte le problème du modèle classique. Alors, vous savez que le modèle classique, généralement, des applications web, depuis par exemple la première version de Java jusqu'à la version 7, depuis la première version jusqu'à la version 7, principalement, la gestion des entrées et sorties dans des applications Java ne peut se faire que d'une manière bloquante. Alors, ça veut dire quoi, bloquante? Vous avez un package qui s'appelle Java Input, java.io, Input-Output. Donc, le package java.io, c'est un package qui fait partie de Java depuis la première version et la gestion qui permet de faire la gestion des entrées d'une manière bloquante. Bloquante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous tentez de lire une information à partir d'une entrée quelconque, soit un réseau, ou bien un fichier, ou bien une entrée quelconque, donc quand vous commencez à lire une information, ben, l'application elle est bloquée jusqu'à ce qu'il reçoive la totalité des données. C'est-à-dire, tant que je n'ai pas encore reçu je n'ai pas complété la lecture, je suis bloqué jusqu'à ce que je reçoive les données et je peux faire le traitement. Donc, c'est comme si, par exemple, pour faire moi un traitement, j'ai besoin que vous me donnez une information. Et après, quand vous êtes en train de me donner une information, moi, je ne fais rien. Si par exemple, vous prenez beaucoup de temps à m'envoyer de l'information, ben, l'application, elle est bloquée. En fait, je suis bloqué jusqu'à ce que je reçoive l'entrée et je fais le traitement. La même chose pour la sortie. Quand je suis en train d'envoyer un résultat dans une sortie quelconque, l'application, elle est bloquée jusqu'à ce qu'il termine l'écriture sur la sortie. Donc, ce qui fait que, historiquement,
les applications web qu'on utilise dans la majorité des cas, jusqu'à même maintenant, c'est des applications web qui utilisent donc des entrées-sorties bloquantes. D'accord? Alors, du moment qu'on utilisait donc c'est-à-dire des entrées-sorties bloquantes, ce qui fait la question qui se posait, alors comment créer un serveur qui est capable de traiter plusieurs requêtes en même temps? Alors, du moment que vous utilisez des entrées-sorties bloquantes, c'est que le seul moyen qui vous permet de créer un serveur qui est capable de communiquer avec plusieurs clients en même temps, c'est d'utiliser quoi? Les threads. Donc, il faut utiliser le multi-threading, c'est-à-dire quoi? Pour chaque requête, il faut utiliser un thread qui va permettre de traiter la requête. Alors, comme ça, s'il y a une autre requête, j'utilise un autre thread, etc. Donc, le seul moyen, c'est d'avoir plusieurs threads au niveau du serveur et chaque thread, il va être mobilisé pour traiter une requête. C'est le modèle classique. D'ailleurs, c'est ce que vous avez utilisé jusqu'à présent quand vous utilisez Tomcat, quand vous utilisez des applications avec PHP, quand vous utilisez les applications avec .NET. C'est le modèle qui est utilisé, c'est-à-dire le serveur d'application. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée ce qu'on appelle, il utilise pour chaque requête, il va mobiliser un thread qui permet de traiter la requête. Alors maintenant, le modèle, c'est un modèle, on va dire, historique qui a marché, qui marche encore, etc. Mais le modèle a un certain nombre de problèmes. Il y a des problèmes qui peuvent être posés. Regardez bien. Alors les problèmes, c'est quoi? C'est que quand les applications tournent en production, c'est-à-dire quand vous déployez l'application en production, vous avez une variété en fait de clients qui vont se connecter à l'application. Une variété, ça veut dire que vous pouvez avoir par exemple des applications desktop, des machines, des smartphones, etc. Mais en même temps, chaque client utilise une connexion. Mais il se trouve que parfois, il y a des clients qui utilisent une connexion qui est très faible, c'est-à-dire dont le débit est très faible. Alors quand vous avez par exemple un smartphone qui dispose d'une connexion, je ne sais pas, de G ou de la LG, ou de la, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler, c'est-à-dire vraiment très lente, regardez ce qui va se passer. Vous avez un smartphone qui va utiliser une connexion qui est très faible. Donc, quand vous avez donc un client qui va se connecter, donc le serveur, pour traiter cette requête, il va mobiliser un thread. Pour cette requête-là. Donc, il y a un thread qui va être créé pour traiter cette requête. Et vous savez que le thread, quand il est créé, il va commencer à lire les données de la requête. Mais comme la connexion elle est très faible, ça veut dire que le thread là, il va attendre beaucoup de temps. Il va attendre beaucoup de temps pour lire déjà les données de la requête. Et après le thread, il va faire des traitements. Et pour faire des traitements, parfois, il a besoin d'accéder à des services distants. Il a besoin d'accéder à la base de données. Il a besoin d'accéder aux services distants, c'est-à-dire d'autres services. Et là, également, il y a également une latence réseau. Alors, si la connexion ici, si la latence réseau est très faible également, alors qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que le thread va être mobilisé pour une longue durée. Donc, il y a un thread qui est créé par le serveur, qui va attendre beaucoup de temps déjà pour lire les données, qui va faire des traitements, ensuite qui va accéder à la base de données. Parfois, si la connexion est très faible, donc il va attendre beaucoup de temps. Donc, ce qui fait que dans tout le processus, et après, il va écrire la réponse. Et quand il va envoyer la réponse en même temps, le thread, il est bloqué jusqu'à ce qu'il écrit complètement c'est-à-dire la réponse. Et après, qu'est-ce que vous allez vous retrouver? Vous allez vous retrouver dans une situation où vous avez mobilisé un thread au niveau du serveur pour une longue durée. Alors jusque-là, le problème ne se pose pas. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si vous avez beaucoup de clients qui se connectent en même temps, ça veut dire que le serveur, il va mobiliser beaucoup de threads. Mais le problème, c'est qu'il y a une limite du nombre de threads qu'on ne peut pas dépasser. Donc, imaginez que, par exemple, cette limite, elle est atteinte. Donc, vous avez les premiers clients qui se connectent au serveur, c'est parce qu'ils utilisent une connexion très faible. C'est qu'ils vont mobiliser le thread, un thread, ils vont le mobiliser pour une longue durée.
Ben, du coup, donc, ce qui fait le nombre de tous les threads, le nombre de threads maximum va être atteint. Et dès que le nombre de threads maximum est atteint, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir d'abord le service, il est indisponible. Pourquoi? Parce que quand on va tenter de se connecter, ben, le serveur, il vous dit indisponible. Indisponible, même si vous avez au niveau du serveur, même si vous avez encore de la capacité mémoire, c'est-à-dire vous avez encore des ressources, vous avez encore de la mémoire disponible, vous avez encore les capacités de CPU, c'est-à-dire votre serveur, il est puissant. Mais il est handicapé par quoi? Il est handicapé parce qu'il a atteint le nombre de threads maximum. Et ces threads-là, il ne va pas les libérer rapidement. Pourquoi? Parce que je suis handicapé par la connexion des clients. Donc vous imaginez que si vous voulez maintenant, vous avez un serveur, une application qui est bien faite, vous avez un serveur qui est puissant, et après vous voulez le pénaliser, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste établir beaucoup de connexions vers le serveur avec une connexion qui est très faible. Alors si vous utilisez une connexion qui est très faible, c'est-à-dire un débit qui est très faible, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vite fait, vous allez mobiliser tous les threads du serveur. Et dès qu'il y a un autre qui va se connecter, il trouve que le service il est indisponible. Donc, il y a ce problème-là. Quand on utilise le modèle multithread avec des entrées-sorties bloquantes, alors généralement, ce problème-là va être pénalisant pour l'application. Pourquoi? Parce que ça va ralentir donc le service, mais également ça peut le rendre carrément indisponible, tout simplement à cause de la latence de communication entre les clients et le serveur. Bon, alors donc c'est ce qui fait que historiquement, donc il y a deux modèles, notamment pour gérer, c'est-à-dire pour créer des applications web. Il y a ce qu'on appelle le modèle multithread avec des entrées-sorties bloquantes. Bon, ça c'est ce qui existait depuis très longtemps, dans lequel le principe c'est quoi? Vous utilisez un serveur comme par exemple Tomcat. Alors Tomcat il va recevoir des requêtes. Alors pour chaque requête envoyée par le client, ben, tout simplement, Tomcat va utiliser un thread pour traiter la requête. C'est-à-dire il va mobiliser un thread pour traiter tout le processus de la requête. Donc ce qui fait, si vous avez une centaine de requêtes qui arrivent en même temps, ça veut dire que Tomcat il a besoin d'utiliser 100 threads. Pour chaque requête, il y a un thread. Alors ça veut dire quoi? Traiter la requête. Regardez, chaque thread, qu'est-ce qu'il va faire? Pour traiter la requête, il va d'abord lire les données de la requête. Alors pour lire les données de la requête, ici il utilise des entrées-sorties bloquantes. Ça veut dire que tant qu'il n'a pas reçu les données, le thread ne peut rien faire. Le thread il est bloqué dans le processus des entrées-sorties. Il va accéder à la base de données. Imaginez encore que la connexion vers la base de données est très faible. Donc ça va également, et il va être mobilisé. Il va accéder aux services distants, parce qu'il va accéder à d'autres web services, etc. Donc la même chose, si la connexion est lente, ça veut dire que votre thread il est toujours bloqué. Et après, à la fin, il va écrire sur la response. Donc ça veut dire qu'il va envoyer la réponse. Et également, tant qu'il n'a pas terminé le travail, donc il est bloqué. Donc on va se retrouver dans une situation que, c'est-à-dire, vous êtes pénalisé par quoi? Par la latence de communication. Ce n'est pas un problème de puissance de calcul ou la mémoire, etc. C'est juste le débit des connexions que vous utilisez pour accéder à d'autres services. Alors, ce qui fait que dans ce modèle, comme je disais, donc c'est un modèle qui marche bien dans de nombreux cas, mais le problème, c'est que quand vous avez un grand nombre d'utilisateurs qui accèdent en même temps à l'application, là, il y a une limite. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dépasser le nombre de threads maximum. Et dès que le nombre de threads maximum est immobilisé, et bien tout simplement, le serveur devient indisponible. Donc, s'il y a un problème de performance, donc on dit que ce modèle-là, c'est un modèle qui est scalable verticalement. Il n'est pas scalable verticalement. Ça veut dire quoi la scalabilité verticale? La scalabilité verticale, parce qu'en fait, il y a la scalabilité horizontale et la scalabilité verticale. Alors, scalabilité verticale, ça veut dire que même si vous avez encore de la RAM dans le même serveur et vous avez des CPU, alors même si vous avez encore de l'espace mémoire libre dans la RAM
Et même si, c'est-à-dire le taux d'utilisation des CPU n'a pas atteint sa limite, c'est-à-dire ça veut dire que logiquement, vous avez un serveur qui est puissant. Il peut encore faire plus vite. Mais avec ce modèle-là, c'est parce que nous avons atteint le nombre de threads maximum, et bien tout simplement le système il devient, c'est-à-dire il devient moins performant. Donc c'est-à-dire c'est pas un modèle qui va vous garantir qu'on va utiliser la totalité de l'espace mémoire, et également c'est pas un modèle qui va vous garantir que vous allez utiliser à 100% les ressources de calcul. Donc ça c'est le problème. Et en même temps, dans ce modèle-là, on ne peut pas prédire. On ne peut pas prédire combien de requêtes qu'on peut traiter en même temps. Pourquoi on ne peut pas prédire? Vous ne pouvez pas dire que mon système il peut traiter jusqu'à 2000 requêtes en même temps. Enfin, pas de 2000 requêtes par seconde. Je ne peux pas dire en même temps 2000 requêtes par exemple par seconde. Je ne peux pas le dire. Pourquoi? Parce que ça va dépendre du débit de la connexion du client. Donc, s'il y a un client qui dispose d'un débit qui est très faible, il va mobiliser un thread pour une longue durée. Donc, ça, c'est un problème qui est posé à ce niveau-là. Alors, ça, c'est le modèle classique. Donc, quand on utilise donc, ce modèle dans le cas des architectures J2E, il est basé sur donc, le multithreading avec des entrées-sorties bloquantes. Et l'utilisation des entrées-sorties bloquantes donc, fait appel à un package qui se trouve dans Java depuis la première version jusqu'à la version 7, c'est le package Java.io, et dans lequel on va trouver donc, les classes input stream, output stream, reader, writer, etc. Donc ça, c'est les entrées-sorties qui sont bloquantes. D'accord? Alors, vous savez, ce modèle-là, c'est comme si je le compare toujours, par exemple, à une entreprise dans laquelle vous avez, par exemple, de communication, dans laquelle vous avez des téléconseillers. Vous avez, par exemple, vous avez mobilisé trois téléconseillers, et après, vous avez des clients qui vont appeler. Ben, vous avez 3 téléconseillers. Ben, tout simplement, quand vous appelez, quand il y a quelqu'un qui appelle, il y a un téléconseiller qui est mobilisé, n'est-ce pas? Pour traiter la requête. Alors, pour traiter... Oui, allez-y. Donc, pour traiter la requête des clients, alors, donc, et dans ce modèle-là, est-ce que vous pouvez prédire combien de clients que vous pouvez traiter par seconde? Non. Vous savez que vous avez 3 téléconseillers parce que ça va dépendre de la vitesse de traitement de chaque. Alors, s'il y a un client qui vous appelle, qui prend beaucoup de temps à poser sa question, etc., qui vous fait perdre beaucoup de temps, ben, ça veut dire qu'il est en train de pénaliser votre performance. D'accord? Ça veut dire que vous pouvez encore faire mieux, normalement, à l'équipe, c'est parce que vous avez en fait, un client qui vous pénalise. Tout simplement, c'est pour cette raison-là. Donc ça, c'est le modèle, c'est l'équivalent de ce modèle-là. Alors que, donc pour implémenter, donc, par exemple, quand vous travaillez avec Spring, quand vous utilisez Spring MVC, basé sur Tomcat, c'est ce que nous avons utilisé, c'est ce qu'il fait. Donc c'est-à-dire Tomcat, il utilise le principe de multithread, et après pour chaque client, pour chaque requête, il va mobiliser un thread pour traiter la requête. Donc le modèle, ce que vous voyez là à gauche, c'est le modèle que vous avez utilisé jusqu'à présent pour développer des applications. Alors maintenant, l'idée principale, c'est que qui se posait à l'époque. Est-ce qu'on peut pas, est-ce qu'on peut pas faire autrement? Est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, utiliser un single thread avec un même thread? Est-ce qu'on ne peut pas traiter plusieurs requêtes? C'est comme si vous dites, j'ai un seul téléconseiller, et après c'est le même qui va parler avec tout le monde en même temps. Vous voyez le problème? C'est exactement ça. C'est quand vous avez un téléconseiller, vous dites, toi, tu vas répondre à tous les appels. Tu n'as pas le droit c'est-à-dire de dire, voilà, comme quoi vous êtes occupé. C'est qu'à chaque fois, chacun qui vous appelle, c'est comme si vous faites en quelque sorte une visioconférence comme ça. C'est que tout le monde se connecte comme ça,
et tout le monde peut parler en même temps. Et avec une seule personne, il doit être capable d'analyser, d'entendre tout le monde et de répondre à tout le monde. C'est un peu ça. C'est comment, en informatique, est-ce qu'on peut faire ça? Bon, à l'époque, ça relevait de pratiquement des choses qui sont très délicates. C'était très difficile. Alors, sauf qu'en fait, il y a une technologie qui est la première technologie qui a essayé de résoudre ce problème, c'est Node.js. Alors, en fait, Node.js, Node.js, qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez, Node.js, c'est une technologie qui est basée sur du JavaScript qui va s'exécuter contre un serveur. Et la particularité du moment qu'on utilise JavaScript, c'est-à-dire on utilise un moteur de rendu JavaScript. Et vous savez, la particularité de JavaScript, c'est que vous avez une limite. La limite, c'est que vous avez un single thread. C'est-à-dire votre application JavaScript ne peut utiliser qu'un seul thread. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc, quand vous avez un seul thread, et après, donc, logiquement, si on utilise le multithreading avec Node.js, ça ne marchera jamais. De toute façon, parce que JavaScript, il est basé sur un single thread. Alors, avec Node.js, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, tout simplement, il va se dire, bon, on va relever ce challenge, c'est-à-dire, on va utiliser un single thread, mais on va essayer d'utiliser des entrées-sorties non bloquantes. Donc, avec un single thread, je vais traiter plusieurs clients. Donc, comment, avec le même thread, créer un serveur avec un seul thread, traiter plusieurs requêtes, communiquer avec plusieurs clients en même temps? Ben, la solution, la solution viendrait de quoi? La solution viendrait des entrées-sorties non bloquantes. Parce que si vous utilisez des entrées-sorties bloquantes, on est bien d'accord, ça ne marchera jamais. Alors, si vous utilisez des entrées-sorties bloquantes, ça veut dire que c'est comme si, par exemple, le premier client qui va se connecter, il va vous envoyer des données, il attend la réponse. Tant que vous ne lui avez pas répondu, vous ne pouvez rien faire. C'est que s'il y a un autre qui demande en même temps, donc on ne peut pas le traiter. Alors, ce qui fait que Node.js, il a utilisé donc, des entrées-sorties non bloquantes. Et il est arrivé à résoudre ce problème. Alors, comment? Ben, il a créé en fait, un pattern qui s'appelle Reactor, dans lequel il crée ce qu'on appelle un event loop. Alors, un event loop, c'est une boucle, c'est-à-dire faire fonctionner le même thread, il va tourner dans une boucle qui ne sera jamais bloquée, il tourne tout le temps. Hein, c'est une boucle infinie, c'est-à-dire parce qu'au fait, dans une boucle infinie, si vous utilisez des entrées-sorties bloquantes, quand vous faites read par exemple, alors que si vous avez dans la boucle une entrée, par exemple, bloquante, qu'est-ce qui se passe? La boucle, il s'arrête, n'est-ce pas? Mais donc, ce qui fait, pour avoir une boucle qui tourne tout le temps, donc les entrées-sorties ne doivent pas être bloquantes. Donc, justement, c'est ce qu'il fait. Il va utiliser un event loop dans lequel il va surveiller, il va essayer donc de surveiller tous les canaux de communication avec les clients. Donc, chaque client qui envoie un octet, deux octets, etc., il les prend, il va les traiter d'une manière asynchrone. Donc, il va faire de la programmation asynchrone. Donc, il va utiliser une pile d'événements sur lequel il va se baser pour traiter. Donc, il fait donc il ne sera jamais bloqué, c'est-à-dire à chaque fois qu'il fait un traitement, il revient toujours pour communiquer avec les autres clients. Donc, en tout cas, donc avec ce modèle de event loop, Node.js, donc il a réussi à faire à créer un modèle qui marche et qui a démontré comme quoi on peut bien créer un serveur qui utilise un seul thread, mais avec des entrées-sorties non bloquantes. Ça, c'est très bien. Alors maintenant, Node.js l'a fait, mais après les autres technologies donc, ont essayé de voir, de faire la même chose, tout simplement. C'est-à-dire le modèle, il est là, ben, il faut le reproduire. Donc Java, la même chose. Alors dans Java, à partir de la version 7, Java 7, parce que ça, il faut le savoir. Parce qu'à partir de Java 7, il y a un nouveau package qui a été introduit dans Java. C'est le package Java New. Parce qu'en fait, dans Java, vous avez java.io et vous avez java.js.
NIO. Alors, dans NIO, c'est New Input Output. Alors, avec Java NIO, donc Java a introduit la possibilité d'utiliser des entrées-sorties non bloquantes. On utilise ce qu'on appelle des channels, socket channel, datagram channel, les buffers, selector, etc. Le principe, c'est quoi? C'est que avec un single thread dans un serveur, on va utiliser un selector. Bon, ce selector va utiliser une boucle infinie, comme je disais. Mais après, dans cette boucle-là, il va traiter toutes les communications avec les canaux. Il va utiliser ce qu'on appelle les channels. Et comme ces channels ne sont pas bloquants, il va également il va écrire et lire des données à partir de ce qu'on appelle des buffers. Ici, c'est buffer, channel, selector. Donc, le selector, quand il va tourner dans une boucle, il va pouvoir, chaque événement qui se produit, s'il y a un client qui envoie une information sur un channel, ben, tout simplement, il va être reçu, il va être traité. Donc, de cette manière-là, donc le serveur, de cette manière, le serveur est capable de traiter peut communiquer avec plusieurs clients en même temps. Est-ce que c'est clair? Donc, vous avez un single thread qui va utiliser un selector qui tourne dans un event loop comme ça. Et après, à chaque fois que les clients, généralement, quand ils se connectent côté serveur, on va utiliser ce qu'on appelle les channels, comme socket channel, pour communiquer avec un client. Server socket channel, c'est pour accepter de nouvelles connexions. Globalement, tous les channels c'est-à-dire utilisent le même selector. Donc, avec ce modèle-là, on peut le faire avec Java. Donc, avec Java, depuis la version 7, on peut créer un serveur avec un seul thread, mais en utilisant les entrées-sorties non bloquantes. Alors, maintenant, une fois que c'est fait, alors après, il y a des serveurs qui ont implémenté ce modèle. L'un des serveurs, c'est Netty. Donc, vous avez Tomcat. Bon, ça, c'est... lui, il a implémenté le modèle multithread avec des entrées-sorties bloquantes. Et Netty, donc, il a implémenté le modèle single-thread avec des entrées-sorties non bloquantes. Et après Spring, il a créé une nouvelle version. Il y a une nouvelle version de Spring parce qu'il y a Spring MVC classique. Et après, il y a ce qu'on appelle Reactive Spring. Et c'est ce qu'on appelle également Spring Web Flags. Alors, Spring Web Flags, lui, c'est du Spring, mais qui est basé sur le modèle single thread avec des entrées-sorties non bloquantes. Alors ça, c'est une donnée. Donc, il faut le savoir parce que l'avantage maintenant de le modèle. L'avantage de ce modèle, c'est que avec d'abord un single thread, vous êtes capable de traiter toutes les requêtes qui arrivent. Il n'y a pas de limite. Tant que j'ai la mémoire disponible, j'accepte les connexions. Tant que j'ai les ressources de calcul disponibles dans le serveur, j'accepte les connexions. Donc, ça veut dire que c'est un modèle qui est scalable verticalement. Vous avez la garantie que vous pouvez utiliser toutes les ressources de calcul de votre machine. C'est le premier avantage. Donc, c'est la scalabilité verticale. En termes de performance, c'est intéressant. Deuxièmement, c'est qu'avec ce modèle-là, on peut prédire le nombre de requêtes qu'on peut traiter. C'est-à-dire, vous dites, le serveur d'Eli, je peux prédire. C'est-à-dire, je peux calculer une prévision, de dire, ça, c'est un modèle qui peut traiter jusqu'à combien de requêtes par seconde. Et là, vous n'avez pas quelque chose de bloquant. Vous pouvez dire que, par exemple, je peux traiter 2000 requêtes par seconde. Vous pouvez le dire, pourquoi? Parce que vous savez, d'après les tests que vous avez faits, vous avez la mémoire disponible et vous ne dépendez pas, en fait, de la latence de communication. Donc, c'est-à-dire, s'il y a un client qui utilise une connexion qui est très faible, il ne va pas pénaliser votre système. C'est exactement ce qu'on est en train de faire dans la visioconférence comme ça. Tout le monde se connecte, mais s'il y a quelqu'un qui a une connexion qui est très faible, ça ne va pas nous empêcher de communiquer, etc. Donc, ça, c'est la même chose. Alors, sauf que dans Java, c'est-à-dire dans Node.js, vous utilisez un single thread. Mais vous savez, quand vous utilisez un single thread uniquement dans tout le serveur, dans votre application, il y a un autre inconvénient.
D'après vous, lequel? C'est les performances. Les performances, c'est-à-dire C'est les ressources. les ressources. Non. Si vous utilisez un single thread, bon, les ressources, c'est-à-dire quoi? Si, ça consomme plus de RAM. Non, c'est pas ça. Regardez, si vous utilisez un seul thread, j'ai pas bien entendu. Tu essaies de parler très fort. Le problème, c'est que lorsqu'il y a un secret, s'il y a par exemple une interruption, un problème, ça va affecter le tri. Il est tout seul. Il n'y a pas de dépannage. Alors, c'est pas dans ce sens-là. C'est-à-dire, votre collègue, il dit que par exemple, s'il y a un seul thread, s'il y a un problème, dans s'il y a un problème, c'est-à-dire, vous arrêtez la communication. Bon, c'est normal, s'il y a un problème dans le serveur, vous arrêtez la communication avec les clients. Mais le problème, c'est quand vous utilisez un seul thread, c'est que, supposons que vous avez un serveur dans lequel vous avez plusieurs CPU. C'est-à-dire plusieurs... C'est ça le problème. C'est par exemple, vous avez une machine dans laquelle vous avez 3 CPU. Ou bien un serveur dans lequel vous avez un CPU avec 4 cœurs. Ça veut dire quoi 4 cœurs? Ça veut dire que vous pouvez traiter normalement, vous pouvez exécuter 4 instructions à la fois. Et si vous utilisez un seul thread, et bien tout simplement, vous n'allez utiliser qu'un seul CPU. Avec un single thread, on ne peut pas utiliser tous les CPU de votre machine. Donc, ce qui fait que si vous avez par exemple 4 CPU, donc ça veut dire qu'avec un single thread, encore, vous n'optimisez pas, vous ne profitez pas de toutes les performances de votre serveur parce que vous exploitez qu'un seul CPU. Donc, l'idéal. L'idéal, c'est-à-dire d'utiliser, au lieu d'utiliser 1, je vais utiliser 4. N'est-ce pas? Donc, avec Netty, par exemple, dans Java, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va utiliser un thread, c'est ce qu'on appelle le IO Selector Thread. C'est lui qui va gérer la communication avec les clients. Mais pour traiter les requêtes, il va utiliser ce qu'on appelle les worker threads. Et les worker threads, on va utiliser, par exemple, s'il y a 4 CPU, on va utiliser 4. Comme ça, on est sûr d'exploiter les 4 CPU. Donc, on ne va pas utiliser beaucoup de threads, mais on va utiliser juste un certain nombre qui est limité. Donc, ça, c'est ce qui va être fait notamment avec le modèle basé sur Netty. C'est ce qui va être fait, c'est ce qui va être utilisé donc, en utilisant donc, Spring Web Flags. C'est donc les exécutés au niveau serveur dépend du nombre de processeurs qu'on... Voilà, exactement. Le nombre de threads mobilisés par l'application, généralement, dépend souvent de... L'idéal, c'est que ça soit en fonction du nombre de CPU, de cœurs. Donc, comme ça, vous pouvez profiter en parallèle, c'est-à-dire de l'ensemble des CPU. Alors maintenant, ça c'est juste pour vous rappeler, en quelque sorte, ces deux modèles. Il faut le savoir. Donc au début c'était Node.js, mais après, si vous partez vers Java, donc vous savez ça existe. Sur le C#, la même chose. Le .NET il a créé son propre modèle, donc on peut choisir entre les deux modèles. Alors maintenant, si vous travaillez des applications basées sur les microservices, si vous voulez utiliser donc le service Gateway, alors vous avez deux solutions. Soit vous utilisez Zool Proxy ou bien Spring Cloud Gateway. Alors c'est quoi la différence entre les deux? Bon, vous savez maintenant c'est quoi la différence. C'est que Zool Proxy il est basé sur le modèle multithread avec des entrées-sorties bloquantes et Spring Cloud Gateway il est basé sur le single thread avec des entrées-sorties non bloquantes. Donc Zool Proxy il est basé sur Tomcat, modèle que je viens de montrer, et Spring Cloud Gateway il est basé sur Spring Web Flags, c'est-à-dire basé sur Netty, c'est l'autre modèle. Alors ça veut dire que si vous voulez choisir pour votre proxy ou bien votre gateway le modèle le plus performant, donc il vaudrait mieux utiliser ce modèle, d'accord? Alors maintenant, depuis que Spring Cloud Gateway a été créé, donc on a plus tendance à utiliser ce modèle-là, c'est parce que c'est plus intéressant. Alors on va voir maintenant Spring Cloud Gateway, comment l'utiliser. Alors Spring Cloud Gateway, donc c'est un proxy.
Bon, il va jouer le rôle de ce qu'on appelle un reverse proxy, dans lequel il va tout simplement faire l'aiguillage des routes, c'est-à-dire il va faire la gestion du système de routage. Bah, autrement dit, donc, chaque client qui envoie une requête, à partir de la requête, en principe, à partir des caractéristiques de la requête, il va déterminer quel est le microservice qui va se charger d'exécuter cette opération. Alors pour cela, dans la configuration, donc, pour configurer Spring Cloud Guitar, on va utiliser des routes. Alors pour chaque route, il y a d'abord ce qu'on appelle l'IURI. Alors l'IURI, c'est la destination, c'est-à-dire j'ai une requête, hein, d'accord, j'ai une requête qui arrive. Cette requête-là, je vais l'envoyer vers cette destination, vers le serveur, l'URL, c'est-à-dire qu'il va être utilisé pour envoyer la requête, pour acheminer la requête. Et après, pour chaque route, vous avez des conditions. C'est ce qu'on appelle les prédicats. En fait, les prédicats, c'est un ensemble de conditions qui vont être satisfaites dans la requête pour dire que cette requête-là, je vais l'envoyer vers ce microservice. Alors, parmi les prédicats, il y en a, on va voir, il y a plusieurs prédicats. On peut avoir des conditions sur le host. Par exemple, quand je vois la requête, je vais regarder sur le nom de domaine, le host, pour décider cette requête-là, je vais l'envoyer vers telle, par exemple, adresse. Je vais faire des prédicats sur des paths. Par exemple, je dis que quand le path égale / compte / etc., donc je vais l'envoyer vers le microservice de gestion des comptes. S'il est égal à / par exemple inventory service / étoile, donc je vais l'envoyer vers le service inventory. Donc je peux me baser sur le path. Donc la condition peut se faire sur le path. Également, on peut par exemple faire des conditions sur la méthode. Si c'est une méthode, parce que c'est une manière de dire tout simplement, quand j'ai une requête, qu'est-ce qu'il fait en fait à Spring Cloud Gateway? Quand je reçois la requête HTTP, je vais regarder l'URL, je vais regarder méthode, c'est get, ou la post, ou la put, ou la delete. Je vais regarder les headers, est-ce qu'il y a des headers particuliers? Donc si ces conditions sont vérifiées, je vais dire que cette requête-là, je vais l'envoyer vers ce microservice. Donc, mais tout ça, c'est des prédicats qu'on peut configurer. On peut faire des conditions sur les cookies, sur les headers, sur les paramètres query. On peut faire des conditions sur l'adresse IP du client, etc. Donc, globalement, vous disposez donc d'un ensemble de prédicats qui permettent donc de paramétrer ou bien de filtrer les requêtes. En fait, je ne vais pas dire filtrer, c'est un ensemble de conditions qu'il faut satisfaire pour déterminer déterminer le chemin ou bien la destination de la requête. Et après, le troisième, c'est les filtres. Alors, les filters, en fait, donc pour chaque route, on peut définir un ensemble de filtres. Alors, pourquoi les filtres? Parce que en tant que gateway, quand je reçois une requête, cette requête, je vais l'envoyer vers le microservice. Mais le gateway, parfois, il va changer la structure de la requête. Par exemple, je reçois la requête et après, le gateway, il va lui ajouter un header particulier. Par exemple, pour la sécurité, je sais que le microservice, par exemple, ne peut pas accepter, ne peut pas accepter la requête qui ne contient pas un header particulier. Donc, le client m'envoie la requête et c'est le gateway qui va ajouter ce header et il va l'envoyer vers le microservice. Comme ça, c'est une manière un petit peu de sécuriser l'accès au microservice. Donc, ce qui fait que dans les filtres, on dispose également d'un ensemble de filtres, comme par exemple Add Request Header, qui permet donc d'ajouter des headers dans la requête. La même chose, on peut ajouter des paramètres à la requête, on peut ajouter des headers à la réponse. Quand j'envoie la réponse, je peux lui ajouter des headers, etc. Donc, il existe un ensemble de headers que vous allez utiliser qui sont définis dans Spring Cloud Gateway et qui permettent si vous voulez, de configurer les routes. Donc, ce qu'il faut retenir dans ça, c'est que Spring Cloud Gateway, pour le configurer, vous avez besoin de configurer les routes. Alors, pour chaque route, il y a trois choses. Kena, l'URI, l'autre, predicate, les prédicats. Et le troisième, c'est les filters.
trois choses qu'on va configurer. Alors maintenant, pour voir l'utilisation de Spring Cloud Gateway, on va essayer de travailler sur un exemple d'application dans lequel nous allons créer un certain nombre de microservices métiers. Il y a d'abord un service de gestion des clients, un service de gestion de l'inventaire, un service pour la gestion de la facturation. Mais en même temps, on va utiliser des services externes, des API publics qu'on va utiliser pour pouvoir les interroger à partir de notre serveur. Ça veut dire quoi? Dans un premier temps, on va créer un microservice Customer Service qui permet de gérer par exemple des clients. On va créer un service Inventory Service qui permet de gérer les produits. Ensuite, on va créer un microservice qui permet de gérer la facturation. Mais en même temps, on va utiliser par la suite des microservices externes. Par exemple, il y a un site qui s'appelle RapidAPI, dans lequel vous pouvez trouver des API publiques que vous pouvez consommer. Par exemple, vous voulez avoir des informations sur les payés, sur par exemple les horaires de prière, sur les données de la Covid, etc. etc. Bon, globalement. Donc, on va essayer donc de voir comment, avec Spring Cloud Gateway, on va le configurer de façon à ce que, dès qu'il y a une requête qui arrive là, on va déterminer si cette requête, est-ce qu'il va être envoyé vers ce service, ou bien vers ce service-là, etc. Alors, pour cela, donc, il va falloir qu'on configure l'ensemble des routes. C'est clair? Alors, pour faire ça, donc, nous allons commencer par d'abord comment faire ça d'une manière statique. Donc, c'est-à-dire, nous allons faire une configuration statique, mais après, on va le faire d'une manière dynamique en utilisant le service d'enregistrement. Donc, rappelez-vous, donc, j'avais parlé d'un service d'enregistrement. Dans ce cas-là, on va utiliser un service qui s'appelle Eureka Service, qui est fourni par Netflix. En fait, si vous vous rappelez, le rôle de ce service d'enregistrement, c'est quoi? C'est que chaque microservice qui va démarrer, il va enregistrer. Chaque microservice qui démarre, il va s'enregistrer dans le service d'enregistrement. Ça, c'est register. Et du coup, donc, le service d'enregistrement, il va gérer donc une table en mémoire dans laquelle on va trouver le nom du microservice, l'adresse IP et le port, par exemple. Donc, ça veut dire que tous les microservices qui démarrent, ils vont s'enregistrer dans ce service. Alors, ce qui fait qu'à chaque fois que j'envoie une requête vers le service Gateway, ben, le service Gateway, il va faire appel au service d'enregistrement pour récupérer l'adresse IP et le port où se trouve ce microservice. Et après, donc, il va acheminer la requête vers le bon microservice. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire dans un deuxième temps. Et après, par la suite, il y a d'autres choses qu'on va ajouter, mais pour le moment, on va se concentrer uniquement sur la partie service Gateway. Alors, pour faire ça, donc déjà, bon, pour créer on va commencer d'abord à créer un microservice Customer Service. Alors, c'est un microservice dans lequel, bon, ça, on a aussi déjà créer le microservice, on va utiliser les dépendances suivantes. Alors, juste, il faut rappeler pour créer un projet Spring Boot, donc vous avez deux façons de faire. Soit vous le faites avec New Spring Initializer Project, par exemple, quand vous le faites avec IntelliJ, ou bien vous pouvez aller vers le site start.spring.io. Et là, vous pouvez créer le projet. Et ici, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tout simplement, on va utiliser les dépendances. Alors, quelles sont les dépendances dont on a besoin? Il y a Spring Web, Spring Data GPA, il y a H2 Database, on peut changer. REST Repository, c'est Spring Data REST. On va utiliser Lombok et on va utiliser DevTools. Bon, ça, c'est ce que vous avez l'habitude de faire. Maintenant, à partir de là, maintenant, on sait que ça va être intégré dans une architecture de Spring Cloud. Donc, on va ajouter d'autres dépendances. Alors, il y a deux dépendances qui nous intéressent dans un premier temps. Bon, la première, c'est Eureka Discovery Client. Alors, pourquoi Eureka Discovery Client a de la dépendance? Parce que je sais que le service, par exemple, le Customer Service, il doit s'enregistrer ici. Donc, il doit se connecter vers le service pour s'auto-enregistrer. Donc, si vous voulez qu'il fasse l'opération, vous n'avez pas besoin de développer du code, etc. Ben, il suffit d'intégrer de la dépendance, c'est-à-dire Eureka Discovery Client. Et après, il y a également dans Spring Cloud, vous avez ce qu'on appelle Actuator.
En fait, Actuator, c'est un service qui permet donc de faire le monitoring des microservices, tout simplement des applications basées sur Spring Boot. Le monitoring, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez ici, si vous avez par exemple utilisé donc Actuator, ça veut dire que en fait Actuator, il va fournir un certain nombre d'API REST automatiquement, c'est des endpoints qui permettent donc de superviser un petit peu la santé des microservices. Par exemple, vous pouvez consulter par exemple le nombre de classes chargées en mémoire, le nombre de threads utilisés. Vous pouvez regarder un petit peu le trafic. Donc il y a un tas de choses que vous pouvez tout simplement exploiter en utilisant tout simplement Actuator. Donc une fois qu'on crée le projet, au niveau des codes, nous savons déjà que pour créer un microservice, donc c'est assez rapide. On va créer l'entité customer, donc ça c'est l'entité GPA. Pour moi, chaque customer est défini par son ID, par le nom, par son email. Et après, comme c'est une entité GPA, on va utiliser entity et ID generated value. Et pour tout ce qui est donc les getters et setters et data, un constructeur sans argument, un constructeur avec argument, et après toString. Donc ça c'est l'entité GPA. Et après, donc pour tout ce qui est le mapping objet relationnel, on va utiliser Spring Data. Donc on va créer donc Customer Repository Extend GPA Repository. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait d'habitude. Et après, donc l'application va juste insérer quelques clients dans la base de données au démarrage. Et après, nous savons également que si vous voulez créer des projections, on a vu la dernière fois, vous pouvez ajouter des projections dans votre microservice si vous voulez par exemple consulter juste une partie de données des clients ou la totalité des données. Alors ça c'est le microservice, donc il n'y a rien de nouveau pour vous, un simple microservice, et vous avez le fichier Application Properties dans lequel il y a deux propriétés additionnelles que vous allez ajouter. Bon, d'abord on va utiliser le port. C'est pourquoi? Parce que maintenant on va commencer, dans votre machine vous allez démarrer plusieurs microservices en même temps. Du moment que vous testez sur la même machine, vous ne pouvez pas utiliser les mêmes numéros de port. Donc ça, on va dire que ce microservice, il va utiliser le port 80-81. Le deuxième, c'est Spring Application Name. Alors maintenant, chaque microservice, il va falloir lui donner un nom. Parce que quand le microservice s'enregistre dans le service d'enregistrement, il va utiliser ce nom. Bon, la troisième propriété, c'est Spring Cloud Discovery Enabled. Vous mettez false pour le moment. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire pour le moment, on ne va pas utiliser ce service-là. Le service Eureka, pour le moment, on ne va pas l'utiliser. Donc, ce qui fait que si vous n'avez pas le service Eureka, si vous démarrez le microservice, lui, il va tenter de s'enregistrer. Alors que le serveur Eureka n'est pas démarré. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour le moment? On va désactiver l'opération. Alors, pour la désactiver, eh bien, tout simplement, on va utiliser pour le moment Spring Cloud Discovery Enabled False. Et quand on veut l'activer, on va mettre true. Ça, c'est quelque chose d'assez simple. Alors, si vous démarrez ce microservice, vous pouvez le tester indépendamment. Si vous mettez /customers, donc vous avez les clients, vous pouvez consulter c'est-à-dire les opérations classiques. Ça, c'est quelque chose qu'on sait faire. Mais après, si vous voulez utiliser Actuator, quand vous mettez localhost Actuator, par exemple /health, il vous donne app. Status, c'est app, c'est-à-dire si le service fonctionne, n'est-ce pas? Mais en fait, Actuator, il vous donne un ensemble de endpoints. Bon, il vous donne un ensemble de endpoints. Par exemple, vous pouvez utiliser donc /beans, si vous voulez avoir la liste des beans qui sont chargés en mémoire. Vous pouvez consulter les threads, etc., les variables d'environnement, etc. Donc, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais ça, c'est Actuator. Donc, Actuator, si vous l'intégrez dans vos dépendances, vous avez quelque chose que vous pouvez exploiter qui est fourni par Spring Cloud. C'est clair? Question? C'est pas clair? Les Actuator. Alors, Actuator, comme je disais, si vous avez remarqué ici, donc nous avons ajouté une dépendance ici, d'accord? Donc, Actuator, c'est un service qui permet le monitoring des microservices. Il vous donne beaucoup de choses.
Vous pouvez consulter l'état du service, est-ce qu'il est up ou là down, et vous pouvez consulter le nombre le flux des requêtes qui passent par le service. Donc vous avez des API REST qui sont automatiquement démarrés et qui vous permettent de faire le monitoring. Par exemple, vous pouvez consulter le nombre de bits qui sont chargés en mémoire, etc. Donc pour pouvoir l'utiliser, il suffit d'utiliser /actuator / quelque chose. Alors ce / quelque chose, vous allez voir, en fait, il y en a plein. Alors je vais vous le montrer tout à l'heure. Si vous mettez /bin, /health, /env, c'est-à-dire environment, etc., etc. Donc vous avez beaucoup de endpoints que vous pouvez explorer. Est-ce que c'est clair? Donc ça c'est le premier microservice. On va faire la même chose pour le deuxième microservice, c'est-à-dire customer service, ça c'est 1. Je vais créer inventory service 2. Ben, je fais la même chose. Donc je crée un autre projet, inventory service, comme nom. J'utilise les mêmes dépendances et j'écris le code. Alors sauf que cette fois-ci, donc je vais gérer les produits. C'est la même chose. Qu'est-ce que je vais mettre là? Le port c'est 8082 pour ne pas utiliser le même port. Donc j'ai un service qui utilise le port 81 et un service qui utilise le port 82. C'est la même chose. Maintenant, qu'est-ce que j'ai ici? Donc j'ai deux microservices qui sont démarrés. J'ai 1 et 2. N'est-ce pas? Alors maintenant, ces deux microservices, je voudrais qu'ils soient consultables en passant par une gateway. Donc c'est ce qu'on va faire. En 3, on va voir comment utiliser Spring Cloud Gateway pour faire c'est-à-dire le proxy, pour jouer le rôle de proxy. Alors si vous voulez créer donc un proxy avec Spring Cloud Gateway, vous allez créer un projet, à nouveau. On va créer un projet Spring Initializer dans lequel qu'on va appeler Gateway Service avec les dépendances suivantes. Alors ici donc vous allez utiliser Gateway, donc automatiquement vous avez Spring Cloud Gateway. On va utiliser Actuator parce qu'on a besoin de faire le monitoring. Mais après il y a d'autres services. Notamment Eureka Discovery Client, c'est normal, on va l'utiliser. Pourquoi? Parce que Spring Cloud Gateway lui-même, il a besoin de contacter le service d'enregistrement. Et après, on va voir par la suite, il y a dans la Gateway, nous avons besoin d'utiliser ce qu'on appelle Strix. Alors Strix, c'est quoi en fait? Je vais brancher la machine. Bien. Alors en fait, Strix, c'est une implémentation d'un design pattern qui s'appelle Circuit Breaker. C'est le court-circuit. Vous savez, c'est quelque chose qui est utilisé en électronique, n'est-ce pas? Alors, Circuit Breaker, en fait, Strix, c'est un service qui est fourni par Netflix. Qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de donner une alternative à une requête, une alternative de traitement de la requête quand il y a problème. C'est-à-dire quoi? Supposons que vous avez envoyé une requête ici, une requête R1, et que cette requête-là, elle est envoyée vers un service. Elle est acheminée vers le service. Mais il se trouve que parfois, quand le gateway, quand il veut accéder à un service à distance, le service, il ne marche pas. Alors, si ce service ne marche pas, si vous faites rien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez retourner une réponse au client de type 404, n'est-ce pas? Le service indisponible. N'est-ce pas? Ce qui n'est pas bon. Alors, dans les applications de haute performance, un service comme Facebook ou la Google ou la Amazon, tout ça, quand vous envoyez la requête, vous ne recevrez jamais le service indisponible. Ça ne veut pas dire que ça marche toujours. Parfois, il y a des pannes, il y a des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec Circuit Breaker, avec Strix?
Ben, il vous permet d'utiliser ce qu'on appelle un design pattern qui s'appelle circuit breaker. Qu'est-ce qu'il permet de faire? Ben, on va tout simplement lui dire, quand tu envoies une requête vers ce service-là, si cette requête-là échoue, c'est-à-dire si cette requête échoue ou bien si ça prend plus de 3 secondes, et bien tout simplement, voilà la réponse que tu dois donner. C'est-à-dire, au lieu d'attendre la réponse, etc., ben, on va le rediriger vers une réponse par défaut. Ce qui fait un client, par exemple, s'il envoie une requête, il reçoit quand même une réponse. Mais cette réponse-là, ce n'est pas la réponse, la vraie réponse. Mais je vous donne une réponse par défaut. Avec la réponse par défaut, je peux me baser sur l'historique. Alors, ça arrive parfois, par exemple, Facebook, quand vous consultez, il vous affiche, quand il tente d'accéder à un service qui est indisponible, ben, il vous donne les informations qui se trouvent dans le cache. Il vous donne, par exemple, les données que vous avez consultées, qui ont été consultées par la dernière requête, etc. Donc, on peut utiliser plein de solutions. C'est juste pour dire que le système va marcher tout le temps. Pour le client, pour le consommateur, j'ai quand même une réponse. C'est comme s'il y a quelqu'un qui vous appelle pour vous demander un service, vous êtes la gateway, et vous allez contacter une autre personne avec la réponse, pour donner la réponse. Oui. Vous appelez quelqu'un, et lui, il va contacter l'autre personne, mais si l'autre personne ne répond pas, il y a deux solutions. Soit qu'il vous dit, je suis désolé, je ne peux pas vous dire parce que ou bien vous lui dites tout simplement, voilà, je lui donne quand même une réponse. Même si je ne suis pas sûr que c'est la bonne réponse, mais je lui donne une réponse. Et comme ça, le client, pour lui, c'est-à-dire que notre système fonctionne tout le temps. Alors ça, c'est quelque chose qui est très connu dans les applications. C'est un design pattern qui est connu, qui s'appelle Circuit Breaker. Alors maintenant, si vous voulez utiliser donc, le Circuit Breaker dans des applications basées sur Spring Cloud, vous pouvez utiliser donc Eureka, plutôt Estrix. Estrix, donc c'est une implémentation de ce pattern. C'est clair? Alors maintenant, une fois que vous créez le projet, vous voyez donc on crée un projet. Donc vous avez créé une gateway, un projet, mais maintenant notre Spring Cloud Gateway, il faut le configurer. Alors pour configurer Spring Cloud Gateway, donc vous avez en fait deux possibilités. Soit vous utilisez le fichier application.yaml. Alors sachant que avec Spring Boot, donc vous pouvez configurer un fichier de deux façons. Soit vous utilisez application.properties, c'est ce que vous avez l'habitude de faire, ou bien vous pouvez utiliser le fichier application.yaml. Il y a deux formats. Donc tout ce qu'on fait avec Spring Application Properties, on peut le faire en format YAML. Il y a des développeurs qui vont préférer utiliser le format YAML, il y en a d'autres qui vont préférer Application Properties. Alors pour Spring Cloud Gateway, on va utiliser, il est plus pratique d'utiliser le format YAML. Alors pour cela, dans le fichier YAML file, application.yaml, on va utiliser donc la configuration suivante. Spring Cloud Gateway Routes. Alors ça c'est vous savez, dans le format YAML, vous utilisez à chaque fois des tabulations. La détabulation, c'est très important. Ça, c'est une contrainte. Il faut la respecter. Et après routes, vous pouvez spécifier les routes. Alors, chaque route, vous mettez ID de la route. Par exemple, ici, j'ai une route qui s'appelle R1. Je lui donne un nom. Et pour chaque route, on va spécifier, comme je disais, normalement, les caractéristiques de la route. Les prédicats et les filtres et les URI. Donc, les URI de cette route, c'est HTTP localhost 8081. Donc, c'est-à-dire, ça concerne ce micro-service. Mais quand est-ce qu'une requête? Quand est-ce qu'une requête va être acheminée ici? Quand est-ce qu'une requête qui arrive? Quand est-ce qu'il va être acheminé vers ce host? C'est-à-dire cette URL. On a les conditions, les prédicats. Alors ici, donc, j'ai un prédicat. Alors, quel prédicat que je vais utiliser? Ici, c'est path. Alors, c'est quoi le path? Le path, c'est /customer/étoile. Ça veut dire quoi? Je suis en train de dire tout simplement à Spring Cloud Gateway, si tu reçois une requête dont le path contient /customer/étoile,
bah, tu envoies la requête vers ce service. Donc automatiquement, il l'envoie ici. Et après, je vais créer une deuxième route dans laquelle l'IURI c'est 80-82. Et après, avec le prédicat dans lequel j'ai path/product/étoile. C'est-à-dire, je lui dis que si jamais il y a une requête dans l'URL contient /product/étoile, ben, tout simplement, tu m'envoies la requête dans ce service-là. Alors, vous voyez donc, je suis en train de configurer les routes d'une manière statique. Ça, c'est la première solution. Alors, après, donc, dans le service Gateway, il y a également donc, la propriété Spring Cloud Discovery Enabled False. Alors, tout à l'heure, on a fait dans le fichier Application Properties, vous voyez, Spring Cloud Discovery Enabled False. Ça, c'est dans le fichier Application Properties. Si vous voulez le faire dans le format YAML, vous voyez donc Spring Cloud. Alors, vous voyez donc ici le principe de tabulation. Spring Cloud Discovery Enabled False. Là encore, si je veux spécifier le port, je vais utiliser serveur, port et le port 8888. C'est-à-dire que le port que je vais utiliser ici, c'est quoi? 8888. Là, j'ai utilisé 80, 81 et ici, c'est 80, 82. C'est clair? Alors maintenant, si vous faites ça, si vous démarrez maintenant le service Gateway, ben ça y est, donc qu'est-ce que vous faites? Vous démarrez le service Gateway et après, quand vous tapez http localhost 88.3.8/customers/1, vous voyez donc vous envoyez une requête ici, le Gateway, il vous répond. Il vous répond avec customer 1. Donc en réalité, quand vous mettez /customer/1, la requête, il l'a envoyée vers ce service-là. Et il récupère le résultat, il vous donne la réponse. Et si vous mettez 8888, vous voyez donc je suis toujours en train de parler avec Spring Cloud Gateway. Si je mets /products, et bien tout simplement la requête elle va l'acheminer vers ça. Donc si vous voulez maintenant Spring Cloud Gateway, il s'appuie sur quoi pour faire le routage? Il y a une seule condition qu'il utilise, le path. Qu'il chauffe le path l'URL et après il fait le routage. Mais après, dans la réalité, c'est que parfois on utilise le path, la méthode, on utilise pas mal de. Il y a en fait un système de routage qui peut être parfois plus complexe. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Vous êtes trop silencieux ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Vous attendez la pause? Pas encore. C'est presque. Alors, donc ici, quand vous voyez ici, si vous faites là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de configurer Spring Cloud Gateway en utilisant le fichier application YAML. Alors maintenant, il y en a ceux qui n'aiment pas trop faire la configuration comme ça, avec des fichiers YAML. Donc on peut utiliser une classe de configuration Java. On peut faire la même chose, mais avec une classe de configuration Java. Comment? Ben, tout simplement, il suffit de créer une méthode, un OTBin, qui permet de retourner un objet de type route locator, et dans lequel on va utiliser donc l'objet builder routes. On va retourner les routes, et pour chaque route on va utiliser .route. Chaque route c'est une expression lambda dans laquelle on spécifie la route.path, c'est customer/étoile, et c'est quoi l'IURI et c'est quoi le ID de la route. Vous voyez ici donc path, l'IURI, ID, et à la fin vous mettez build. Alors vous voyez donc tout ce que vous voyez là, c'est du Java, c'est de la configuration du système de routage en utilisant une classe de configuration. Et ça c'est la même chose, c'est en utilisant le format YAML. Alors maintenant, dans la majorité des cas, il est plus pratique d'utiliser Java. Oui. Et pour spécifier le serveur, pour spécifier le serveur? Le port. Quel port? Ah, tu parles là, le port le serveur. Alors le port du serveur, on ne va pas le mettre ici. Je parle, ça c'est pour les routes, c'est-à-dire jusque là.
Mais tout ce qui concerne les autres propriétés, on va les garder dans le fichier Application Properties, ici. Le port et tout ce qui concerne la configuration classique. Donc ici, qu'est-ce que je vais avoir? Donc je vais avoir donc ici des routes, mais configurées toujours d'une manière statique. Statique, c'est pas ça. Voilà, d'une manière statique. Alors statique, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, je suis obligé de connaître où se trouvent les microservices. Donc, par exemple, le service customer, il se trouve dans le port 8081. Là, c'est 8082. Alors ça, c'est contraignant. Alors souvent, on n'a pas cette possibilité. Logiquement, les microservices, moi, je ne sais pas où est-ce qu'ils se trouvent. Parce que quand je démarre un microservice, je ne suis pas censé savoir... il n'a pas une adresse IP fixe. Il n'a pas un même numéro de port. Parce que quand vous utilisez des outils comme Docker, par exemple, vous avez un conteneur, vous le déployez quelque part, et ça devrait marcher. Donc ça, quand est-ce qu'on utilise la configuration statique? Uniquement quand souvent on a besoin d'utiliser des services qui ont une adresse fixe. Par exemple, vous avez un service qui dispose déjà d'une adresse fixe, comme des services publics ou bien des services qui ne changent pas de localisation. Dans ce cas-là, on peut faire la configuration comme ça. Mais si le nombre de microservices est très important, et que on ne connaît pas forcément c'est-à-dire leur nom, donc on a besoin de faire la configuration d'une manière dynamique. Alors si vous voulez faire la configuration d'une manière dynamique, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, c'est là où on a besoin d'utiliser avec le service d'enregistrement Eureka. Ça. Donc nous avons besoin maintenant d'utiliser le service Eureka Server. Alors, c'est ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire après, donc on va créer le service Eureka Server. Et pour le créer, alors pour créer ce service-là, on va créer un projet, voilà, un nouveau projet qu'on va appeler Discovery Service. Donc voilà. Ben, il y a une seule dépendance que vous allez utiliser, Eureka Server. La même chose, Eureka Server, donc c'est une implémentation de Netflix. Alors, une fois que vous créez le projet, eh bien, il suffit d'ajouter la notation AD, Enable Eureka Server dans votre application, et vous le démarrez. Alors, par défaut, dans des propriétés, il y a une propriété Server Port, vous spécifiez le port de ce service-là. Alors, si vous ne le spécifiez pas par défaut, il utilise 8761, le port du service Eureka. Et après, il faut ajouter deux propriétés. Eureka Client Fetch Registry égale à false et Eureka Client Registry with Eureka égale à false. Pourquoi? Parce qu'en fait, Eureka Tawa, c'est un microservice. Et comme c'est un microservice, on n'a pas besoin qu'il s'enregistre dans le registre lui-même. C'est-à-dire, si vous faites rien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Eureka, quand il démarre, il va publier, soi-disant, sa localisation dans le registre. Alors qu'en fait, on n'a pas besoin de faire cette opération. C'est une manière de lui dire, ce n'est pas la peine de t'enregistrer toi-même dans ton propre registre. Alors, il y a des cas où on a besoin de faire ça, notamment quand on a plusieurs annuaires. Mais ici, en fait, on n'a pas besoin de faire cette opération. Donc, ce qui fait qu'il faut mettre la valeur de ces deux propriétés à false. Alors, si vous faites cette configuration, vous démarrez le service ADA. Si vous le démarrez, vous allez vers localhost et vous accédez au port 8761. Vous allez voir ici donc ce service qui va vous répondre. Alors qu'est-ce qu'il vous donne? Ben, il vous donne ici, vous pouvez voir la liste des instances qui sont en cours de démarrage. Par exemple ici, no instance available, c'est-à-dire que pour le moment, il n'y a aucun microservice qui s'est enregistré. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir vers le service customer. Et ces services, appelez-vous tout à l'heure, on avait de la propriété Spring Cloud Discovery, il était à quoi? À false. Maintenant, on a true. Pourquoi? Si je la remets à true, ça veut dire que dès que je démarre à nouveau les microservices, qu'est-ce que je vais faire? Si je consulte Eureka, je vais voir ici, regardez,
Ici, il y a deux microservices qui sont dans l'annuaire. Il y a Customer Service qui se trouve dans le port 8081 et Inventory Service qui se trouve dans le port 82. Et si vous faites ça, maintenant, la configuration du Spring Cloud Gateway peut changer. Comment? Alors, si vous voulez configurer le système de routage, donc on peut le faire encore d'une manière statique, de la manière suivante. Vous créez donc les routes. Alors, sauf que cette fois-ci, dans les routes, on va utiliser /customer/étoile. Mais regardez, ici, il y a quelque chose qui change. Alors là, je n'ai plus besoin de connaître l'adresse IP et le port où se trouve le microservice. Mais j'ai besoin de connaître uniquement le nom du microservice. Donc, je lui dis tout simplement, s'il y a une requête qui contient le path /customer/étoile, essayez de l'envoyer vers un microservice qui s'appelle Customer Service. Alors, je n'envoie Customer Service. Ben, lui, il sait. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est que automatiquement, quand vous envoyez une requête, ben, Spring Cloud Gateway, il va contacter le service d'enregistrement pour lui donner le nom du microservice et il va récupérer l'adresse IP et le port. Et par la suite, il va acheminer la requête vers le service. Et là, vous avez ici LB. Je n'ai LB. LB, c'est Load Balancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de lui dire, si jamais tu trouves, il y a plusieurs instances du même microservice Customer Service, bah, tu utilises le système d'équilibrage de charge. Donc, automatiquement, en fonction de la charge de l'instance, il va appeler l'instance qui est la moins chargée. Mais ça, c'est toujours d'une manière statique. Toujours, c'est une configuration statique. Statique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque route, il faut la configurer. Alors maintenant, si vous voulez le faire d'une manière dynamique, c'est-à-dire, vous savez pas, en fait, vous connaissez pas le nombre de microservices, vous ne savez même pas les noms. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la configuration suivante. Elle est plus simple. On va créer tout simplement une méthode Dynamic Routes qui retourne un objet de type Discovery Client Route Definition Locator. Donc, la configuration ici, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Quand j'envoie une requête, le client cette fois-ci, quand j'appelle localhost 8888, je mets ici /customer service. Donc, /customer service. C'est dans la requête que je mets le nom du microservice. Ça veut dire que le client, il précise dans la requête qu'il veut le microservice et après, il met /customer/1. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Le Spring Cloud Gateway, dès qu'il récupère une requête, la première des choses qu'il va regarder, il va regarder ce path. C'est-à-dire le premier élément du path de l'URL, et il va connaître le nom du microservice. Et s'il connaît le nom du microservice, il va contacter le service d'enregistrement, il récupère l'adresse IP et le port, et il va envoyer la requête vers le bon microservice. Donc, et après, si je vous mettez /inventory service /product/1, vous allez avoir donc les produits. Alors, vous voyez ici, donc, ça c'est la configuration du système de routage, mais en utilisant une configuration qui est dynamique. Alors maintenant, s'il y a 100 microservices ou bien 200 ou 300, est-ce que je vais changer quelque chose sur la gateway? Non. Pourquoi je n'ai pas besoin de changer? Parce que chaque microservice qui démarre, il va s'enregistrer. C'est pas ici. Il va s'enregistrer là. Ils vont s'enregistrer dans le service Eureka. Et dès qu'il y a une requête qui arrive, ben dans la requête, il y a déjà le nom du microservice. Donc, le service Gateway, il contacte le service, il récupère l'adresse et il appelle le bon microservice. Donc, ça veut dire que maintenant, on est arrivé à ce que je vous ai montré au départ. Ici. On est dans cette configuration maintenant. C'est-à-dire, le client envoie la requête. C'est le service Gateway qui va recevoir la requête. Dans la requête, on va trouver le nom du microservice. Donc, il va appeler le service d'enregistrement Eureka. Il récupère l'adresse IP et le port. Et après, il va acheminer la requête vers le microservice. Et derrière, il utilise un service qui s'appelle Ribbon.
Raibon, si vous voulez, c'est un service qui permet de faire l'équilibrage de charge. Ça, c'est quelque chose, vous n'avez pas besoin de le configurer. Par défaut, il l'utilise. C'est-à-dire, s'il y a une autre requête qui demande le même microservice inventory service, cette fois-ci, il va envoyer la requête vers l'autre instance. C'est-à-dire, ici, vous avez deux instances du même microservice. Et ça répond. C'est clair? Voilà, alors maintenant on va implémenter ça, mais après la pause. Donc on va prendre une pause. Je sais que vous attendez la pause. Regardez. Alors on va prendre la pause et après donc je vais faire la démo. Et vous allez voir à nouveau donc au niveau pratique, c'est assez rapide, c'est pas compliqué.